Alors, Monsieur Likes, bonjour. Bonjour. Alors, pratiquement toute une vie consacrée au service de la défense des droits de l'environnement dans la société civile. Comment est-ce que votre combat il a débuté et c'est quoi votre parcours? Écoutez, merci. Déjà, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous portez aux activités que nous menons au Gabon et au-delà du Gabon. J'ai un parcours d'administration des affaires. Je fais un MBA exécutif à l'Université du Québec à Montréal, notamment à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Ce combat m'est venu par le fait que la qualité de l'eau au Gabon posait véritablement problème. Au moment où le groupe français, qui était le numéro 1 de l'eau, avait donc la concession, pour ne pas la citer, le groupe Veolia. Et donc en 2004, nous avons dénoncé cette qualité de l'eau. Et à la suite de cela, nous avons poussé parce que nous avions constaté que l'eau était assez souvent trouble. Et cette société ne publiait pas la qualité de l'eau. Aujourd'hui, elle a réussi à publier et grâce à notre combat, cette société n'est plus au Gabon. Voilà. Et nous pensons que ça a été une de nos victoires. Mais ceci s'est poursuivi dès lors que le président Omar Bongo, paix à son âme, en 2002, va décider de créer un réseau des parcs nationaux, 12 parcs nationaux. Et donc, à partir de cet instant, nous avons entrepris ces démarches. Et donc, en 2006, nous sommes allés au Canada prendre part au premier congrès forestier mondial. Et donc, de ce congrès forestier mondial, nous avons donc lancé l'idée en interpellant le président Chirac de l'époque, pour qu'il y ait un fonds pour les forêts équatoriales. Et c'est de là où est partie l'idée du fonds équatorial. C'est de là où est partie l'idée du fonds équatorial. Et donc de ce fonds équatorial, aujourd'hui, nous sommes restés dans cette logique qui nous a donc amené à participer aux différentes actions. Et nous avons rapidement compris que les actions au niveau national ne pouvaient pas prospérer parce que le poids des entreprises qui ne cessaient de polluer augmentait. Et je voudrais vous dire au passage que nous avons été la première organisation de la société civile gabonaise à dénoncer des groupes tels que Total en 2007 qui avaient enfoui des produits pétroliers depuis 1958, mais dans des bassins. Et à l'annonce de cette dénonciation en 2007, dans notre journal Croissance Saine Environnement, le groupe Total a dû accélérer les réformes de certification, mais l'entreprise Fored, qui était en charge à l'époque, a dû changer de nom pour effectivement améliorer son processus. Et comment justement on mesure l'action de la société civile sur le terrain? Comment est-ce qu'on mesure l'action de Croissance Saine sur le terrain auprès de communautés? Alors, auprès de communautés, l'action de Croissance Saine est mesurée de manière multiple et variée. Vous savez que les ONG comme les nôtres, n'ayant toujours pas d'appui financier, nous faisons du plaidoyer. Mais du plaidoyer qui fonctionne et qui marche très bien. Je viens de vous donner un exemple concret où, nous avons été les premiers à dénoncer la qualité de l'eau. Au fil des années, Veolia n'est plus au Gabon. 2, nous avons été les premiers à dénoncer les pollutions. Le groupe Shell, même si elle a reconsidéré son activité commerciale, mais en partie, elle quitte aussi le Gabon parce qu'elle était consciente du gap de pollution qu'elle laissait. Et c'est visible aujourd'hui à Gamba. Et vous avez donc beaucoup plus d'endroits, même si le groupe Eramet est en train de
est en train d'évoluer sur les mines, mais nous avons amené quand même le groupe Comilog et Eramet à rendre plus transparent son processus de traitement et de réhabilitation de quelques pollutions dans la zone de Wanda. Et je me félicite aujourd'hui de ce qu'il y a eu une découverte de pollution, mais que le directeur général de cette entreprise a pris des dispositions pour rendre transparent et visible cette action. Aujourd'hui, vous pouvez être d'accord avec nous que la destruction de la mangrove dans le Boué maritime a été arrêtée grâce à notre action sur le terrain. Et là, nous avons dû sortir même une carte de dégradation de la mangrove que nous avons transmise au ministre en charge de l'environnement, le ministre Lee White, sur ces questions. Et nous continuons justement à faire pression. Et pour les pollutions récentes du groupe Perenco, certains collègues ont même décidé d'ester en justice, mais nous y avons contribué en donnant aussi quelques éléments techniques parce que, en plus de croissance et l'environnement, nous avons bénéficié d'un financement de la BAD qui nous a permis de mettre en place un observatoire. Et donc, de cette expertise, nous avons donc mis à la disposition de nos collègues les éléments techniques. Revenons maintenant sur vos activités régionales, sous-régionales. Vous êtes le président du réseau pour l'économie verte en Afrique centrale, qui est une plateforme mise en place par la commission de la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Alors, c'est quoi les activités de ce réseau? Merci. Déjà, je voudrais vous dire qu'en 2012, pour préparer Rio plus 20, le président Denis Sassou Nguesso avait décidé de lancer l'idée de la prise en compte de l'économie verte dans le développement durable. Suite à cette démarche, nous avons présenté à la CEAC, donc à l'ancien secrétariat général de la CEAC, une note d'exposé de motifs afin de prendre donc en compte la question de l'économie verte, et cela a été présenté au Conseil des ministres de la CEAC. À la suite de ce Conseil des ministres de la CEAC, le réseau a été mis en place et en 2014, nous sommes passés à son nationalisation, son opérationnalisation, en organisant au Gabon, à Libreville, l'Assemblée générale. Et donc, nous avons fait beaucoup de plaidoyers, et il faut le dire, à raison. Nous avons saisi même le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour nous accompagner dans la mobilisation de la société civile du bassin du Congo. Et je voudrais ici, au nom du réseau pour l'économie verte en Afrique centrale, remercier les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, qui avait bien voulu nous aider à titre personnel, et cela avait marqué donc la réussite. En 2015, pour préparer la COP 2021, nous avons réuni à Libreville, dans un hôtel de la place, donc nous avons réuni les parlementaires panafricains, nous avons réuni l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, mais aussi d'autres invités et le secteur privé, et là nous avons sorti une position commune qui nous a donc permis d'aller négocier pour 2015, et depuis lors, nous sommes en plein dans ce processus qui porte aujourd'hui des fruits. Pourquoi? Parce que le réseau pour l'économie verte, au regard du travail qu'elle a mené en tant sur le plaidoyer que sur l'accompagnement même du fonds vert d'Afrique centrale, le FEVAC, nous avons donc à ce niveau aussi accompagné la CEAC, et de la CEAC, les États ont estimé que l'expertise du ROCEVAC pouvait servir à la communauté conformément au traité révisé de la CEAC qui prend en compte aujourd'hui les relations entre les institutions
spécialisées, les organisations des institutions spécialisées, les agences d'exécution, de mise en œuvre. Et donc, nous avons aujourd'hui, conformément à l'article 8, mais il y a aussi l'article 12 qui met donc la décision 12 et la décision 8, qui met en œuvre donc les agences d'exécution. Nous devenons donc des agences communautaires de notre communauté, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et à côté, nous accompagnons aussi le Fonds bleu pour le bassin du Congo dans le cadre de la CCBC, c'est-à-dire donc la commission du bassin du Congo sur ce domaine. Et donc l'Eurocevac devient à part entière l'outil mobilisateur de la communauté pour la société civile, pour les communautés, pour le secteur privé et pour la recherche scientifique. Et nous pensons qu'en cela, nous devons remercier la nouvelle gouvernance de la communauté conduite par son Excellence Gilberto Dapidat Veresimo. Et Monsieur le Président Nikej Moulombe, alors comment est structuré en termes de planification sur le plan opérationnel et dans les États, l'Eurocevac? L'Eurocevac, dans son ancienne formule, était structuré par un secrétariat exécutif, une présidence exécutive que j'assume avec un secrétariat exécutif et des coordinations pays. Aujourd'hui, avec la nouvelle configuration, la Commission a estimé qu'il fallait faire une évaluation des capacités en termes de ressources humaines, en termes de besoins matériels, de besoins logistiques, et après cela, il sera donc mis en œuvre des accords de collaboration avec l'ensemble de la société civile du bassin du Congo, puisque nous serons tenus en termes de reddition des comptes, à rendre compte des résultats de notre feuille de route, de notre plan d'action, de notre cadre stratégique au président de la Commission. Et donc, pour le moment, ce sont les réseaux qui sont dans les pays et dont certains se trouvent actuellement à Libreville, au Gabon, où se tiendra non seulement la semaine climatique organisée par les Nations Unies, où s'est tenu le dernier copil de l'initiative COFAXIS qui fête ses 30 ans, mais aussi pour le partenariat des forêts du bassin du Congo. Mais nous pensons que très prochainement, certainement après la réunion des chefs d'État qui devrait se tenir à Kinshasa, en RDC, les agences d'exécution rentreront dans leur fonctionnalité conformément à la volonté du président qui veut faire accélérer ce processus. Je crois qu'il y a 2 ans que la commission a été mise en place. Ils avaient déjà besoin de mettre tout ce cadre juridique et tous nous avons été heureux, au même titre que vous-même la presse, de voir le déroulé qui nous a été présenté par le commissaire, le docteur Honoré Tabouna, sur la stratégie environnementale, du développement durable, de l'agriculture mise en œuvre par le DERNADER, qui est donc ce département qui porte les questions environnementales et particulièrement celle de l'économie verte, dont j'ai la charge et ma mission est de mobiliser l'ensemble de la société civile du bassin du Congo, les tirer vers le haut, le secteur privé et la recherche scientifique. Cette volonté de mobiliser appelle à des moyens. Mais on sait qu'en termes de moyens d'action, la société civile en Afrique centrale, qui est certes appelée à être plus proche de communautés, peine structurellement à implémenter ces politiques ou sa feuille de route en raison de ce manque de financement. Mais comment est-ce qu'on répond à ce manque?
Je pense qu'à ce stade, nous devons rendre hommage à nos chefs d'État, c'est-à-dire les 11 chefs d'État de notre communauté, en acceptant de donner un statut d'agence d'exécution à 2 organisations, 3 même, c'est-à-dire le FEPAC, donc le Forum sur les peuples autochtones, et dont le siège est basé au Congo-Brazzaville, la conférence des zones humides, notamment la CEFDAC, dont le siège est basé à Douala, et le ROCEVAC, le réseau pour l'économie verte, dont le siège est basé au Gabon, sans compter le réseau donc, sur les parcs, la faune et la chasse, le CEFSA, et donc cette volonté d'accompagner cette société civile. Comme vous le savez, je pense que dans chaque pays, il y a certaines politiques qui sont mises en place pour les soutenir. Elles sont moins visibles parce que, de plus en plus aussi, il y a cette question conflictuelle entre le gouvernement et les acteurs de la société civile. Mais justement, le rôle des réseaux qui sont les nôtres, c'est d'amener, comme le recommande aujourd'hui l'accord de Paris, comme le recommande aujourd'hui la déclaration de Paris sur la mobilisation de l'aide au développement, comme le recommande aujourd'hui la conférence de Cotonou sur les ACP-UE, c'est d'amener la société civile à travailler en intelligence avec les États, tout en gardant leur autonomie, mais pousser le développement. Et je pense que nos États sont conscients, mais pour que demain, ces mêmes États ne soient pas accusés d'instrumentaliser la société civile de leur pays, elles ont préféré que cela se règle au niveau communautaire. Et donc la CEAC a le mandat. La preuve, c'est que nos budgets de fonctionnement et d'investissement découleront des budgets de la communauté. Effectivement, parlant de ces budgets, plusieurs organisations internationales œuvrent dans le bassin du Congo et en appui aux politiques liées à la conservation, que ce soit des forêts ainsi que de la faune. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'absence ou bien une inconfortable place de la société civile à pouvoir mobiliser de pareils financements pour implémenter également ce type de services d'accompagnement? D'abord, il faudrait dire que les différentes organisations internationales de la société civile que nous trouvons dans nos pays de l'espace CEAC est liée au fait que leurs États mettent des fonds de coopération et exigent que cet argent passe par leurs ONG. D'abord, par ce système, cela permet de régler la question du chômage de leurs compatriotes, dans un premier temps. Dans un second temps, cela permet à ces pays d'avoir de la donnée. Et vous le savez mieux que moi, que c'est celui qui a l'information, qui a la donnée, qui fait une meilleure planification. Et donc la conservation n'est plus qu'une question climatique ou écologique. Elle devient maintenant une question de géostratégique. Et à partir de ce moment, ces pays sont enclins de donner de l'argent d'abord à leurs ONG. Maintenant, pourquoi ces ONG peuvent se mouvoir dans nos territoires? Mais simplement parce que nous n'avions pas de cadre normatif, parce que nous n'avions pas de cadre logique, tant au niveau communautaire qu'au niveau national. Et je pense que, comme je vous ai dit, le travail qui nous a été présenté récemment par la CEAC, au travers de son commissaire, nous permet de savoir que la CEAC est en train de mettre en place des cadres normatifs qui vont définir les relations entre les ONG internationales et la communauté. Et d'autre part, dans nos différents États, il est plus que nécessaire
que nos ministres des Affaires étrangères et nos ministres d'intégration qui signent les accords sièges s'assurent qu'au moment où ils signent des accords sièges, qu'au niveau national, une organisation de la société civile ayant le même profil a été identifiée pour servir d'homologue. Et c'est là où véritablement il y a un problème parce que nous ne favorisons pas cela, même temps sur la recherche scientifique. Voyez-vous, il y a des conférences où nous nous rendons compte que nos chercheurs sont totalement absents. Mais ils sont absents parce que nous ne mettons pas suffisamment de moyens dans la recherche scientifique. Quand je dis nous, c'est-à-dire les gouvernements de la région. D'où la nécessité de renforcer les capacités donc, de la nouvelle équipe de la CEAC avec les programmes communautaires permanents. Mais nous pensons qu'avec tous ces programmes, il sera difficile pour ces ONG internationales de continuer à venir œuvrer dans un territoire où les États ont déjà donné mandat à la communauté. Et je pense que le travail que mène actuellement la CAC devrait donc nous permettre d'avoir une lisibilité sur les rôles des uns et des autres. Parce que s'ils sont présents, s'ils font notre travail, et si nous ne travaillons pas, c'est que quelqu'un d'autre fait notre travail. Et si quelqu'un d'autre fait notre travail, est-ce qu'il devrait le faire comme ça? Est-ce qu'il devrait le faire sans nous, alors que cela nous appartient? Et j'ai tendance à dire que toute décision ou toute action pour les communautés qui sont prises sans les communautés est une action contre les communautés. Et que pensez-vous justement de l'implication de la société civile de façon globale dans les grands débats internationaux sur ces thématiques liées à l'environnement? Mais écoutez, la société civile est un sonnette d'alerte. Son rôle est d'accompagner le développement. Son rôle est d'interpeller et faire des propositions. C'est pour ça que nous avons besoin davantage de renforcer nos capacités sur toutes ces questions qui sont des questions complexes, mais qui nous permettent aujourd'hui de comprendre. Et une des questions utiles, c'est celui du carbone, le prix net du carbone. Vous avez des pays comme l'Australie qui vend la tonne de carbone à 200 $, alors que les projets qui sont proposés par ce même pays en Afrique, le carbone est vendu à 10 $. Donc nous pensons qu'à ce niveau, il y a une injustice climatique. Parce que les efforts de conservation que nous faisons, les conflits hommes-femmes ne permettent plus de jouir de cette croissance économique liée à notre biodiversité. Et donc il faut aller vers des solutions transitoires des activités génératrices de revenus. Mais ces activités génératrices de revenus ne peuvent se faire que si les gens continuent à cultiver de manière durable. Et comme malheureusement leurs productions sont souvent mises en difficulté par ces pachydermes, cela pose problème. Et nous pensons aussi que la situation climatique aujourd'hui du monde est liée au tas des forêts du bassin du Congo. Croissance et environnement, de notre entendement, signifie 1. La croissance inclusive et partagée pour les populations, l'État, les populations et le secteur privé. Saine parce que cette croissance doit tenir compte de la santé des écosystèmes. Si vous faites de la croissance sans tenir compte de la santé des écosystèmes, vous touchez l'eau vivant. Et l'eau vivant, c'est quoi? C'est l'eau, c'est la forêt, c'est le sol. Et donc son impact va augmenter les maladies. Son impact négatif va donc augmenter les maladies, et certainement des maladies non transmissibles, et va avoir un impact négatif sur la croissance humaine. Et si nous avons des bras malades, nous ne pouvons pas atteindre cette croissance.
Et l'environnement, c'est le soutien, la gestion du globe planétaire aujourd'hui. Et nous voyons les questions de feu de brousse, nous voyons les questions d'inondation, nous voyons les questions d'immigrés climatiques liées aux guerres de ressources naturelles.